Et bonjour, bonjour Mathieu. Herbe, ravi Comment ça de te connaître, hein. C'est la première fois qu'on se voit finalement. Et oui, tout à fait, oui. Qu'on se voit. Pas qu'on s'entend, mais qu'on se voit du coup. Donc c'est un grand jour, je trouve. Euh, écoute, on va faire simple pour que les gens puissent savoir pourquoi ils tombent sur cette vidéo, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y trouver. Je vais un petit peu me présenter et puis dire pourquoi j'ai fait appel à tes, euh, à tes expériences auprès de toi-même et de l'univers, si je peux dire ça comme ça. Euh, la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le rapport finalement à l'homme et sa conscience, la conscience qu'il habite, l'univers, sa relation à la vie cosmique. Et je sais pertinemment, depuis que je te connais, à travers les partages de Franck Hatem, hein, que j'aurai l'occasion, je l'espère, de croiser aussi ici, je vous connais par rapport à la haute métaphysique que vous avez pu transmettre, enseigner et éprouver aussi, j'imagine, puisque c'est des enseignements qu'on éprouve. Et bien entendu, par rapport à tout ce que je peux vivre en tant que humaine déjà, et forcément aussi donc, psychologue, je vais me présenter après. Hein. Je suis naturellement appelée euh, à divulguer un peu plus ou à lever un voile sur la façon dont nous investissons ce qu'on appelle l'esprit, l'esprit de façon générale. L'esprit est-il uniquement en l'humain? Est-il au-delà de l'humain? Alors bien sûr, toi et moi, on est un peu plus au clair sur ces questions, mais l'idée, c'est un peu de creuser ça ensemble avec ton apport. Voilà. De la haute métaphysique. Donc, de ce que de ce que je reconnais et retenu, tu es donc un métaphysicien, et donc ancien étudiant de Franck Hatem qui a dirigé et qui dirige toujours l'université francophone de haute métaphysique. Voilà. Si tu veux peut-être te présenter, après j'en dis quelques petits mots pour moi et voilà. Je te souhaite la bienvenue en tout cas, Mathieu. Ben, merci beaucoup, Herbe. Donc effectivement, comme tu l'as décrit, on a beaucoup œuvré à partager la haute métaphysique, qui est la science des causes. Alors pourquoi il y a le mot haute métaphysique? C'est pas du tout pédant ou présomptueux, c'est simplement pour la distinguer des autres métaphysiques, parce que les autres métaphysiques remontent énormément dans les effets, expliquent énormément de choses, mais ne partent pas de la cause première et ne répondent pas finalement à toutes ces questions existentielles qui sont posées par l'humanité et qui, bon, ça peut paraître incroyable quand on n'est pas au courant, mais qui ont toutes leurs réponses depuis 1985 précisément. Hein. Donc pour ce faire, je vous invite à vous renseigner vous-même. Hein. On n'est pas là aujourd'hui pour expliquer tout ça précisément. Mais voilà, moi j'ai beaucoup œuvré avec Franck Hatem à faire connaître la haute métaphysique et c'est une explication causale et rationnelle de l'origine de l'être, de la conscience, et qui est 100% en adéquation avec tous les enseignements et toutes les paraboles du Christ. C'est-à-dire que cette science se veut euh, un pont. Elle n'est pas encore reconnue comme un pont, mais elle va l'être assurément par la suite entre la religion et la science. Parce qu'il y a, si vous voulez, tout ne fait qu'un en soi. Et donc, il est temps peut-être de commencer à unifier ces choses-là sans tomber, bien sûr, dans une définition religieuse de Dieu, ou sans tomber dans voilà, des concepts farfelus. Tout est parfaitement explicable rationnellement. Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien, pourquoi les planètes tournent entre elles, pourquoi la matière c'est de l'esprit alors que j'ai la sensation qu'elle existe ici et maintenant. Enfin voilà, toutes ces questions que l'humanité se pose, qu'est-ce que la conscience, d'où on vient, etc., ont leur réponse depuis 1985. Et voilà ce que je fais dans la vie, c'est que j'œuvre à faire des ponts en fait. Hein. Donc l'idée c'est pas de comment dire d'inventer la roue. Hein. La roue elle est déjà là. L'idée c'est de réussir à la faire tourner davantage. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que quand on observe les paraboles du Christ il y a 2000 ans ou les grands enseignements christiques aujourd'hui, elles ont une explication rationnelle et causale. C'est vraiment incroyable. Mmh.
Et oui, oui, oui. Attends, ma lampe est en train de lâcher. Ça, si ça clignote, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est peut-être le Christ qui est en train de... Bref, peu importe. Merci pour cette très belle introduction. C'est toujours très intéressant d'entendre avec autant de fluidité des explications sur nos questions existentielles, en fait. Hein. Je vais en dire quelques mots par rapport à mon parcours pour que les gens aussi sachent qu'est-ce qui m'a amené vers tout ça. Donc, comme j'ai dit, je suis psychologue depuis 2018. Donc, ça fait 7 ans que je travaille auprès de patients et je suis dans le milieu judiciaire. Bon, dernièrement aussi, j'ai travaillé et j'ai mis en place les thérapies de couple et c'est fondamentalement quelque chose. À chaque fois que je rencontre un couple, je rencontre en fait deux polarités, deux expressions pour moi hein, de l'universalité. Cette dualité qui s'exprime en face de moi, pour moi, c'est extraordinaire. Et je ne suis pas sûre que tous les thérapeutes de couple voient ça. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'approche et j'œuvre à rééquilibrer cette polarisation qui existe à l'intérieur de nous, du masculin et du féminin. Et naturellement, quand j'ai un couple en face de moi, c'est exactement ce que je fais aussi par mon soutien. Depuis toute petite, j'ai cet intime appel que voilà, quand j'entendais toute ma famille plutôt catholique parler de Dieu, moi je disais mais je comprends pas. Dieu, pour moi, il est dans l'herbe, il est dans les fleurs, il est dans l'air, il est partout. Voilà, pour moi, c'était ça. J'avais 6-7 ans quand je commençais à avoir ces réflexions-là. Et ça a toujours été une expérience vécue de ce qu'on appelait le divin. Et donc, bien sûr, ça sortait complètement du cadre religieux que j'entendais. Et toutes ces intuitions, je les avais... elles se sont tues petit à petit, je vais y arriver, par rapport à ce que la société probablement attendait de moi. Je me suis conformée au regard extérieur et dans mes études de psychologie, j'ai toujours trouvé le moyen de glisser un petit peu ces choses-là, de l'existence des mondes invisibles, de petites choses que je pouvais vivre, je sais pas moi, l'expérience des défunts, des contacts avec l'au-delà, des choses que je pouvais ressentir, des choses comme ça, qui me paraissaient totalement plausibles puisque je le vivais. Et je le disais sous forme d'humour un petit peu, tu sais. Et j'ai jamais réussi à vraiment éclore au sein de l'université par rapport à ces expériences de la conscience qui me traversait. Voilà. Et c'est toutes ces petites frustrations que j'ai cumulées pendant jusqu'à aujourd'hui, hein, qui m'amènent à... Enfin non, pas aujourd'hui, ça même pas aujourd'hui, mais ça m'a mené il y a 5 ans, 5-6 ans, à vraiment être poussée à affirmer que à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Quand on expérimente des choses et qu'on le voit depuis toujours, on peut que se poser la question, et c'est comme ça que je me définis aussi, je me vois comme une scientifique qui veut vivre le réel, la vérité. Ça ne veut pas dire que mes mots puissent en dire quelque chose véritablement, mais je ne veux surtout pas rester dans mes croyances, dans mes illusions, tout simplement parce que l'université ou un tel aurait pu me dire ça. Et donc, bien sûr, ça a mené à une acceptation de cette spiritualité. Et là, encore une fois, Mathieu, je te le dis, et on trouvera peut-être d'autres façons de le dire, mais le mot spiritualité, c'est un petit peu fourre-tout aujourd'hui. On ne sait pas trop quoi y mettre dedans. Et là où moi, et je suppose que toi aussi, on y voit une impossibilité de division avec ce qu'on appellerait le scientifique. Parce que là, aujourd'hui, tu me dis comment tu vois la chose, mais on parle de scientifique, on parle de mystique, et puis moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne fait pas ça, en fait. Voilà. Et ça a toujours été comme ça dans ma conscience, même d'enfant.
Et même d'ailleurs, je me rappelle un de mes profs, peut-être qu'un jour il regardera cette vidéo, Gérard Pirlot. Il me disait que j'étais dans le chemin un petit peu de l'avenir parce que j'essayais de créer déjà des ponts entre la psychanalyse et les neurosciences. Il me disait que lui n'avait pas réussi à le faire, mais qu'il fallait qu'on continue de le faire parce que c'était ça l'avenir, créer des ponts comme ça. Et on est en train de faire ça là aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis tournée vers tes apports. Parce qu'à chaque fois que je t'écoute ou que j'écoute Franck Hatem, je reconnais la justesse profonde et ça parle pas à mon mental, ça parle à un souvenir où effectivement c'est un endroit où il n'y a pas de distinction entre ce qu'on appelle, comme on disait, le spirituel et ce qu'on appelle le scientifique. Ça ne peut pas y avoir une autre logique que la logique universelle qui s'exprime en tout et partout et en toutes les disciplines qu'on vient étudier ici sur la Terre. Voilà. Donc voilà pourquoi je fais appel à toi. Et j'espère que peut-être voilà, mes collègues chercheurs à l'université, les psychologues, les psychanalystes qui aiment beaucoup se poser des questions, les philosophes qui ont de très grandes capacités d'analyser et de percevoir le monde, et bien sûr les médecins, les psychiatres, j'en passe. Toutes ces personnes-là qui ont parfois, je pense, un vrai potentiel d'ouvrir d'autres regards. Et je crois que d'utiliser la haute métaphysique, de la faire découvrir, ça peut que nous aider sur la suite du chemin de la réunification. Oui. Alors attends, parce qu'il y a énormément de sujets à traiter avec ce que tu viens de dire. Je suis pas sûr de tout me rappeler. Alors bon, on va y aller au feeling. Hein. Tu as parlé du mot spirituel, qui aujourd'hui est considéré comme une insulte dans les milieux scientifiques. Pourquoi? Parce que les scientifiques se disent matérialistes. Autrement dit, pour eux, on pourra démontrer, pas forcément aujourd'hui, mais lors d'une conférence où on pourrait demander à Franck Hatem, pour eux, l'esprit est un sous-produit de la matière et secondaire. Hein. La version, entre guillemets, à l'opposé de cette vision, on appelle ça une vision idéaliste. C'est les scientifiques qui appellent ça comme ça. Ils appellent ça les idéalistes, pour pas dire le gros mot spirituel, justement. En réalité, non, la matière est contenue dans l'esprit. Qu'est-ce que la matière si ce n'est une sensation de résistance, une sensation de limite? Hein, donc il y a deux camps en fait, hein, c'est-à-dire que qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont. C'est absolument normal que ça se passe comme ça, parce que quand l'homme sort du stade animal, le stade animal, animé par le cerveau reptilien, cherche à défendre un territoire. Autrement dit, au niveau humain, avec un mental conscient, il cherche à défendre une identité. Il cherche à défendre donc son territoire mental, finalement. Il viendra petit à petit à comprendre que il n'y a qu'une seule conscience et que tout ce que je perçois fait partie intégrante de ma conscience. Ensuite, il lui reviendra de distinguer les différents objets de conscient à l'intérieur donc de cet acte d'observation. Autrement dit, mon corps physique, c'est un objet de conscient. Ce crayon-là, c'est un objet de conscient. Ton corps physique, c'est un objet de conscient. Alors certes, mon corps physique, pour moi, parce qu'on se croit tous le centre de notre univers, hein, c'est normal, on regarde dans toutes les directions, l'énergie, elle va dans toutes les directions, et on se croit au centre hein, de tout ça. Donc ça, c'est un premier point, on ne va pas peut-être aller plus loin. Il y avait un deuxième point que je voulais dire, parce que tu as parlé de beaucoup de choses simultanément. Oui, tu disais que tu étais psychologue. Ouais. Alors justement, on peut dire deux mots sur la psychologie, parce que la psychologie, elle étudie ce qui se passe dans la conscience. Hein, donc, c'est-à-dire les blessures, les émotions, la personnalité, l'histoire. La métaphysique, ça vient interroger ce qu'est la conscience, le lieu où apparaissent le moi, le monde et l'amour. Finalement, parce qu'il n'y a qu'une seule force qui régit l'univers, c'est l'amour. Hein. Et donc, nous, en tant que métaphysiciens,
Et quand je dis nous, je parle de moi et Franck Hatem, je parle de personne d'autre, si ce n'est peut-être d'autres étudiants de l'université francophone de haute métaphysique qui pourraient s'exprimer sur Internet, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. On ne parle pas de la conscience comme une fonction du cerveau ou comme un état psychologique. Oui. C'est pas du tout ça. On parle de la conscience comme une relation, le je suis, Jésus, je suis. C'est-à-dire, il y a un moi, il y a ce que je perçois, et toute l'existence se joue en fait dans cette séparation. Et ce qu'on appelle les niveaux vibratoires, ben, ce sont les niveaux d'identification à cette séparation. Donc l'amour, en fait, qui est un principe réunificateur, hein, qui est cette volonté de faire un, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne vient pas de l'unité, on y va. L'univers est un grand but. Dieu est un but universel, inatteignable. C'est pour ça que nous enchaînerons pour l'éternité une succession de buts personnels. Donc, il n'y a pas de problème à manifester un ego, mais cet ego doit être au service du but, autrement dit, au service de soi, autrement dit, au service de Dieu. Mais il ne faut pas voir Dieu dans une vision anthropomorphique. Hein. On n'imagine pas un homme. Hein. C'est un principe qui a une, on peut dire d'une certaine manière, qui a une volonté, mais ça serait dangereux de dire ça d'une certaine manière, mais qui a une direction, pardon, voilà, qui a une direction qui va vers l'infini, mais qui ne peut pas le devenir concrètement. Et quand tu disais que quand tu étais petite, tu trouvais Dieu en tout, c'est très logique de penser comme ça, parce que pourrait-on avoir une notion d'absolu si ce n'est que dans le relatif? Il n'y a que dans le relatif qu'on peut avoir une notion d'absolu. Donc évidemment, l'absolu ne se vit que dans le relatif. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que Dieu évolue à chaque instant et a besoin de sa création. Un créateur sans créature, c'est pas un créateur. Et un créateur qui a créé dans le passé, c'est plus un créateur aujourd'hui. Donc c'est forcément, on ne va pas donner l'explication causale aujourd'hui, mais c'est forcément une création permanente. Parce que si Dieu a créé, ça c'est faux de dire ça comme ça, parce que ça engendre un mauvais concept, hein. Ça engendre une notion de passé et de futur effectif, c'est-à-dire pour de vrai, et autrement dit, une vision déterministe. Et autrement dit, si on croit au Big Bang, hein, on croit que donc il y a un passé pour de vrai, un futur pour de vrai, et si tel est le cas, tout est déterminé, et j'ai bien raison de me plaindre au bon Dieu si ça ne va pas. Autrement dit, ça vous laisse dans une posture psychologique de victime. Et si vous voulez sortir de cette posture psychologique de victime, vous devez comprendre les lois, si vous voulez, comment ça fonctionne. Je vais le dire d'une manière métaphysique, la structure même de ce que l'on est. Et cette structure, ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre, parce que cette structure même, c'est le logos, c'est la vérité. Mais la vérité, elle est, quoi qu'il arrive, elle est de toute éternité. Nous, notre travail, c'est d'y mettre le moins de résistance possible pour pouvoir la reconnaître. En fait, tout simplement. Et une fois qu'on la reconnaît, eh bien, les choses vont de soi. Et quand quelque chose va de soi, ben, il ne pose pas question. C'est-à-dire qu'on a établi la logique. Mais attention, la logique causale, pas la logique psychologique. C'est l'esprit qui est dans la logique et pas l'inverse. Ça me fait penser à la façon dont je peux interagir par rapport à tout ça, c'est donner des exemples par rapport à mon vécu, justement, que j'essaye d'expliquer rationnellement, puisque ça se vit. Et que, bien sûr, on me prend pour je sais pas quoi, pour une illuminée, mais pas de la bonne manière. Il y a une perception, en tout cas pour ma part, après tu pourras me le dire d'une autre manière, mais une perception d'un certain lieu intérieur, donc du coup certains états de ma conscience d'humaine, hein, mais cette conscience supérieure, elle vit un présent, ou c'est-à-dire que c'est un endroit où, je sais pas si on peut dire un endroit, mais il n'y a pas de temps. Et c'est pour ça que tout ce que je peux vivre quand je vois ce qui a pu, entre guillemets, se passer dans d'anciennes civilisations, ou ce que je sais, parce que c'est pas moi qui le sais, mais
ce que le je suis, il sait à l'intérieur de moi. Le je suis, c'est bien au présent. Le je suis, il me montre aussi le je suis de ce qui est sur ce que j'appellerais le futur dans cette nouvelle humanité que je vois arriver, bien sûr, je suis absolument pas la seule à la voir, à en témoigner. Elle est inscrite pour moi dans le présent. Et c'est pour ça que parfois, il y a là aussi, il y a de la frustration de me dire, mais je le vis au présent et je peux pas l'expliquer aux gens. Ce que je vis sur ces anciennes civilisations comme sur les civilisations futures, pour moi, elles se vivent ici et maintenant. Et c'est juste que j'ai comme un pied, je m'imagine le pied droit qui est là-bas et le pied gauche qui est dans le passé, et moi je suis ici au milieu, tu vois. Et en même temps, tout ça, ça ne fait que moi. Et c'est là que tu te dis, la psychologie, c'est-à-dire telle qu'on l'étudie à l'université, cette identification à la personnalité, je crois que je suis ici Herme, de chair et d'os, et donc je vais constamment œuvrer à travers cette finitude-là. Et plus, en tout cas pour ma part, je chemine vers la conscience supérieure que je nomme divine, que je qualifie comment dire, oui, on va dire divin. Allez, ça s'arrête là. Cette conscience supérieure qui est une, elle ne fait aucune distinction entre ce qui est matière, ce qui apparaîtrait matière et non matière, et donc aussi naturellement le temps. Et c'est pour ça qu'il y a un vécu constant du présent, même dans toutes ces images qui défilent et que je semble vivre sur d'autres espaces-temps, en fait, tu vois. Et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que nous avons à évoluer dans la conception que nous avons de la conscience au sein de l'humain. Parce que là, je le vis en tant qu'humaine. En tout cas, il y a une conscience qui a conscience de ça à l'intérieur de l'humaine que je viens incarner, tu vois. Et là, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à tout ça et par rapport à ces propos-là que tu avais de la temporalité? C'est-à-dire que qu'on pense aux œufs de dinosaures ou qu'on pense à Star Wars, c'est toujours ici et maintenant. Ça a toujours été ici et maintenant. Le présent, c'est la seule chose qui soit continue. Oui, oui, Alors, oui. quand on parle de présent, faut bien s'entendre. Hein. On ne parle pas de présent comme les scientifiques. Hein. Il n'y a pas de durée à l'instant présent. Hein. La durée de l'instant présent est nulle. Hein. Elle est de zéro. C'est l'espace-temps. Et encore, faut pas le dire comme ça. C'est la sensation d'espace-temps qui est contenue dans l'instant présent. Parce qu'il n'y a pas d'espace-temps effectif, objectif, pour de vrai. Donc, ceux qui manifestent, comme toi par exemple, un peu moins de résistance sur leur identité, ils vont être capables de capter d'une certaine manière des mémoires du futur, mais toutes les mémoires sont présentes simultanément, potentiellement. Donc, effectivement, ceux qui ont un tout petit peu moins de résistance au niveau de l'ego, ils vont être capables, en fait, d'accéder à un futur proche, exactement comme quand quelqu'un il roule en voiture, hein, il a la conscience de la route qu'il y a devant lui, c'est-à-dire, autrement dit, son futur proche, et de la route qu'il vient de traverser. Hein. Oui. D'ailleurs, il ne se souvient pas de toutes les routes qu'il a traversées pour en arriver ici aujourd'hui. Ça explique aussi, sans rentrer dans les détails, le voile de l'oubli. Hein. On ne peut pas se rappeler de toutes les routes qu'on a traversées, sinon on ne pourrait pas être ici et présent. L'ego n'est conscient qu'à sa périphérie. Mais cette périphérie, elle est relative en fonction de l'identification de l'ego. Donc, quelqu'un qui est très identifié à son ego, eh bien, il y aura une vision de son futur proche beaucoup plus restreinte. Quelqu'un qui est moins identifié à son ego, c'est comme si il roulait dans un camion, finalement, il voit la route un peu plus loin, alors que l'autre, il est en vélo. Et donc, il va moins vite. Voilà, il a moins d'options pour naviguer. On parle en parabole. En même temps, j'essaie d'apporter quelques petits éléments rationnels, mais encore une fois, le but, c'est pas d'expliquer, c'est pas d'étaler une science. On s'en fout. Le but, c'est de faire comprendre à ceux qui vont écouter cette vidéo que
les questions existentielles, la connaissance existe. Elle existe depuis 1985 avec Franck Athem. Auparavant, son père, Léon Raoul Athem, qui a découvert le phénomène de dégravitation. Parce que si on écoute la science actuellement, il n'y aurait que la gravitation, mais s'il n'y avait que la gravitation, on serait une masse compacte, tout le monde serait collé les uns sur les autres. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on espère un jour voilà, que la pensée matérialiste évoluera. On sait bien que les scientifiques seront les derniers à faire le pas. Parce que on se met, voilà, il faut se mettre à leur place. Hein. Ça fait 40, 50 ans qu'ils sont dans un dogme. Pour les faire changer de dogme, ils devraient remettre en cause tout leur univers, tout leur monde. Oui, oui, oui. Que pour eux, comprendre ces choses-là, c'est comme si de leur demander de détruire en fait leur univers, de détruire leur monde, tout ce qu'ils ont construit en fait, de leur propre identité. Et évidemment, très peu, voire aucun, est en mesure de le faire aujourd'hui, non pas par incapacité, mais parce que tout simplement, ça représenterait pour eux une destruction. Ce qui est dans les grands enseignements qu'on appelle la petite mort, hein, c'est-à-dire la mort de l'ego, en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Et je crois que c'est ça que moi j'aime. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais j'ai appris à aimer mourir régulièrement sur mon chemin parce que ce qui m'intéresse, et je me rappelle là aussi d'un de mes premiers maître de stage qui n'arrivait pas vraiment à me croire sur la démarche extrêmement volontaire que j'avais de comprendre les choses. Et il pensait que c'était très égotique de ma part que de vouloir répondre à tout. Mais moi, je lui ai dit, je m'en fiche complètement d'avoir raison. Ce que je pense aujourd'hui, on s'en fout. Dans 10 ans, ça va évoluer, ça va s'affiner. Peut-être qu'il y a des choses entre-temps qui vont se détruire, des piliers sur lesquels je m'étais posée et qui vont se détruire. Et je m'en fiche. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a une moto qui fait du bruit. Tu entends ? Oui, on entend. On entend quand même. Bon, on va laisser la moto partir. Voilà. Comment dire voilà, pour moi, le vrai scientifique, il veut se rapprocher du réel. Et peu importe ce que ça lui fait vivre, on s'en fiche de ce qu'il a appris. Oui. Et excuse-moi de te couper, le véritable scientifique, c'est celui qui ne fait pas d'hypothèse. Oui. C'est celui qui part de certitude. Parce que tout à l'heure, en off, tu disais, mais comment je peux t'introduire, etc. Et tu te disais le mot chercheur. Et moi, je te disais non, surtout pas. On n'est pas des chercheurs. On a trouvé. Et je te disais, avec Franck Athem, on l'a beaucoup dit. C'est Franck Athem qui a trouvé en 1985. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et ça paraît incroyable. Et évidemment, la première réaction de l'ego, quand on lui propose de changer, c'est la négation, c'est de refuser. Donc, c'est normal que ça soit encore extrêmement méconnu aujourd'hui, bien qu'il y ait quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui connaissent. Hein. Mais voilà, je vous invite à faire le pont vous-même, d'aller voir vous-même. La chose la plus importante peut-être pour tes collègues, psychologues, parapsychologues, etc., c'est si on veut véritablement aider quelqu'un, c'est d'essayer de lui redonner son autonomie et sa liberté. Mais comment peut-on rendre autonome quelqu'un en validant son passé ? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça peut être utile au début si une personne a extrêmement souffert. Il faut imaginer, on avait parlé de cette parabole d'un pare-brise qui a plein de couches de boue. Ça peut être nécessaire de lui enlever quelques couches de boue qui puisse au moins revoir la route qu'il y a devant lui.
Oui. parce que là, pour l'instant, il ne peut plus l'avoir. Donc ça peut être utile. Et c'est utile, de toute façon. Tout est nécessaire à tout. Quand on compte jusqu'à l'infini, on ne peut pas enlever un seul numéro, sinon tout s'effondre. Le 3, il s'appelle 3 parce qu'il contient 0, 1, 2 et il va vers 4. Le 3 tout seul n'a aucune existence. Il n'existe que parce qu'il contient les précédents, il va vers le suivant. Donc c'est pareil avec tous les êtres, c'est pareil avec tous les niveaux vibratoires. Mais à un moment donné, si on veut véritablement sortir donc ce qu'on propose là, c'est une révolution. C'est une révolution totale de la psychologie, de toutes ces choses-là. Mais il faut sortir de l'identification au passé. Parce que, oui, peut-être on a vécu des blessures, on a tous souffert, on a tous vécu des blessures. Mais peu importe la blessure que j'ai vécue, si je ressens la blessure, c'est toujours ici et maintenant. C'est pas dans un hypothétique passé. Et j'ai le choix ici ou maintenant de recréer cette blessure ou pas. Alors ce choix, bien sûr, il n'est pas dirigé que la volonté, c'est pas mental. Il faut trouver la cause, c'est-à-dire l'intention profonde qui nous anime. Mais si mon intention profonde et que je crois que je suis Mathieu qui a vécu telle blessure, bien sans aucun doute, je vais la recréer d'instant. Enfin, c'est le soi qui va être recréé d'instant en instant et d'instant. Et on pourra faire toutes les thérapies qu'on veut. Alors oui, on sera peut-être dans une pièce ici. Moi, je suis dans une pièce. Imaginons, c'est très sale. Si on m'aide psychologiquement et tout, on va me déplacer dans la même pièce. Donc là-bas, il y a un petit peu moins de poussière, donc je vais me sentir un petit peu mieux, etc. Mais je suis toujours dans la pièce. Je ne suis pas sorti de la pièce. Donc l'idée, c'est de remonter à la véritable cause. Et par définition, toute cause est invisible. Donc si on cherche dans le passé une quelconque libération, on est voué à l'échec. Voué à l'échec. Il faut en fait être clair sur ce point. Et donc, ce que je souhaite pour beaucoup de gens, c'est de comprendre tout ça. Et après, une fois qu'on modifie la cause, eh bien, dans les effets, ça change. Parce que c'est la cause qui engendre tous les effets. Le mérovingien, d'ailleurs, dans Matrix, il le dit, sans cause, pas de pouvoir. Oui. Seul le but crée l'énergie. Le but, c'est la cause. Seul le but crée l'énergie. Sans cause, pas de pouvoir. Donc, si vous ne remontez pas à la cause, impossible de manifester quoi que ce soit. Mais ça arrange parfaitement ceux qui nous gouvernent. Ça arrange parfaitement tous ceux qui ont écrit ces manuels scolaires de psychologie, de parapsychologie et qui sont validés dans un cursus comme ça. Donc, cette matrice est faite pour rendre les gens dépendants et fait pour qu'ils n'aient jamais la réponse à leurs questions, est fait pour détourner leur énergie, et on donne des diplômes de docteur et de je ne sais quoi à des millions de gens, et pourtant la planète, elle va de plus en plus mal tout le temps. Donc il y a un moment donné, il faudrait peut-être revenir à l'évidence. Je sais très bien que 99% des gens ne reviendront pas à l'évidence, mais c'est pas grave. Si on fait cette émission, c'est pour le faible pourcentage de gens qui est en mesure de comprendre ça, qui a envie de comprendre ça, et qui, surtout, le plus important, a le degré de sincérité nécessaire. Parce que tout se joue, finalement, au degré de sincérité. Il n'y a rien d'autre que la sincérité dans la démarche, en fait, pour obtenir ces réponses. Ouais, trop bien ce que tu dis. Je vais essayer de décrire l'image que j'ai qui me vient là dans ce que tu dis, mais c'est une image que j'avais déjà avant. J'ai la sensation que on vit là, sur le plan en tout cas de notre civilisation actuelle, on ne vit que d'une répétition. Là, c'est comme si je voyais la matière s'embourber elle-même dans la matière sous forme de cycle. Là, ça revient. On est toujours la même chose en fait. Et tu parlais des blessures, mais c'est exactement ça. Je vois la personne se prendre les pieds dans des cordes de ces blessures qui sont reliées uniquement au fait qu'elle croit qu'elle est son ego, qu'elle croit qu'elle est sa personnalité. Donc, elle croit qu'elle est la matière, elle croit qu'elle est la finitude. Et on n'en sort jamais. Ça fait un truc comme ça, on tourne en rond. Et le moment où on arrive à sortir d'une blessure, notamment, enfin, par exemple, puisqu'on parlait de ça, c'est un peu comme si on changeait
moi, ça me fait voir, on change en fait de corde. On joue sur une corde, on joue une musique là, et ça vibre ici, là. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on arrête de tourner en rond parce que c'est uniquement notre attachement au passé qui fait qu'on la vit comme ça, ben en fait, du coup, on revient ici au présent et on choisit la corde qu'on veut faire vibrer. Et c'est ici qu'on est le créateur. En tout cas, que le créateur se manifeste pour moi. Qu'on se reconnaît comme étant créateur. Oui, Et oui, qu'on se oui, oui. reconnaît comme voilà, parce que ça m'arrivait une seule fois d'avoir vraiment eu une guérison quasiment instantanée, et la seule fois où ça m'est arrivé vraiment comme ça, c'était je venais à ce moment-là, je raconte les détails parce que c'est intéressant qu'on ait un peu comment dire, le recul de à quoi ça ressemble. J'ai perdu mon petit chien qui s'appelait Pirate. Enfin, en tout cas, physiquement, il est parti. Et j'ai eu une énorme connexion, ou même plus qu'une connexion, c'était une évidence de où est-ce qu'il est là, ici et maintenant, en dehors de son corps. Et j'étais tellement fusionnée à lui que j'ai été sur des plans de l'harmonie parfaite de la vie universelle, ce que j'appelle moi des plans divins, mais bien sûr, c'est pas les plans d'un vieux monsieur barbu, c'est des plans d'une conscience, de la conscience une, dans lesquels euh, les mémoires de ces égaux migrent à un moment donné. En tout cas, ces courants de vie, à un moment donné, ils migrent vers d'autres états de leur conscience, puisqu'ils ne sont plus une conscience physique incarnée. Et j'ai tellement migré vers lui que là, c'était une évidence où il n'y avait aucun doute que le divin est tout, ou cette conscience une est tout, et, je n'étais plus du tout séparée, là, ici et maintenant, je n'étais plus séparée de cette perfection absolue. Et du coup, à ce moment-là, je te dis, j'avais ma douleur qui est partie instantanément. C'est-à-dire que je n'y croyais plus. Littéralement, c'est ça qu'il faut retenir. Je ne croyais plus en en la véracité de cette blessure. J'ai vu à quel point elle était quelque chose que je crée quotidiennement parce que je suis encore attachée à mon identité humaine et à ma personnalité. Et j'ai vécu ça C'est pendant normal aussi, hein. Comment? Et c'est aussi normal d'être attaché à son identité humaine. Sinon, on pète un peu, on perd pied. On est humain ici. On est l'humain ici, bien sûr. On est humain, bien sûr. On est un corps humain, on est humain, mais rien ne nous empêche d'élever notre esprit au-delà du stade humain. C'est ça. C'est deux choses différentes. Et c'est comme ça que là, moi, quand je vis des choses comme ça, c'est comme ça pour moi que ce que j'appelle ces êtres qui vivent en ces plans-là, ils nous enseignent, ils nous instruisent. Moi, à ce moment-là, c'était un passage initiatique pour me montrer, Herme, comment tu te crées toi-même la douleur parce que tu y crois. Et quand ça te révèle que tu es un avec cette conscience des plus parfaites, tu vois bien que c'est vraiment une création de A à Z de ton esprit. Voilà. Et sauf que du coup, oui, ça m'apprend les lois universelles. Il n'empêche que tout le travail de purification de mon mental, de ma conscience ici humaine, ça prend le temps que ça prend pour arriver petit à petit un jour à y revenir naturellement. Voilà. Et j'en aurais plein des exemples comme ça à dire, où j'apprends les lois universelles par des petits épisodes comme ça de révélation. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, le mot apocalypse, ça veut dire ça. C'est une révélation. Voilà. Il y a quelque chose qui s'effondre comme une croyance là qui tombe et ça se révèle à nous. Et c'est pour ça que quand je parle à certains amis et confrères et que je leur explique des choses comme ça, ils me disent oui, c'est bien, mais tu te projettes dans tout ce monde, dans cet univers. En gros, c'est une création de mon esprit, mais comme il l'entendrait, c'est-à-dire mon petit imaginaire là qui s'invente tout ça, et ça lui plaît bien de s'imaginer ça.
Et justement, je tiens à dire que non, je ne veux rien croire. Je suis juste traversée à ce moment-là par une révélation intérieure qui vient me prendre, quoi. Tu sais, je l'attends pas, cette révélation. Elle vient me prendre, elle me montre la réalité supérieure. Et j'en fais après ce que je peux. Mais je ne la cherche pas à ce moment-là. Et ça, c'est important. Ces révélations, il y a peu de gens qui les vivent, et en même temps beaucoup, tout dépend de quel point de vue on se place, parce qu'elles nécessitent des conditions pour se manifester. Tant qu'on recrée l'image qu'on a de soi, hein, l'image, tant que le moi prend toute la place, c'est un peu comme une balance, hein, soi et moi. C'est-à-dire que si le moi il est là, bah, le soi il est là. Et donc, ceux qui vivent dans cette pensée matérialiste, c'est le moi qui domine tout. Et donc, il n'y a plus aucune place pour le soi. Est-ce que tu peux préciser pour les gens le soi? Qu'est-ce que tu entends par le soi? Oui, c'est la différence entre être et exister. Hein. C'est-à-dire qu'on existe ici, ex en latin, hein, ça veut dire à l'extérieur, donc ça veut dire avoir la sensation d'être à l'extérieur de soi. C'est pour ça qu'on a la sensation d'un espace-temps, donc d'un ego. Hein. Mais dans cet ego, voilà, il y a le moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se croit séparé, c'est pour ça qu'on dit moi, parce qu'il y a moi et le monde extérieur. Hein. Donc on se croit séparé par rapport à un monde extérieur. C'est un raisonnement pas scientifique du tout, hein, de croire au moi. Parce que Franck Hatem, s'il vient sur ta chaîne, il en parlera mieux que moi, mais peut-on avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans sa conscience? Ça, c'est une phrase qui est répétée beaucoup. Et quand on médite cette phrase, bien sûr que non. Hein. Donc, évidemment, tout est dans notre conscience à chaque instant. Et donc, qu'est-ce que c'est le Christ? Ben, la fonction christique, hein, on va parler plutôt rationnellement. Ben, c'est un être, voilà, humain, qui considère tout ce qu'il perçoit comme étant lui-même. Et donc, à ce moment-là, il ne va pas chercher à contrôler ce qu'il perçoit, il ne va pas chercher à posséder ce qu'il perçoit, il va chercher à l'aimer, autrement dit, à l'harmoniser. Autrement dit, c'est un gestionnaire d'univers, mais de son univers, qui perçoit à chaque instant. Oui. Et donc, voilà. Alors, tout à l'heure, tu disais aussi la mémoire, hein, des égos migrent par rapport à l'expérience avec ton chien. Toutes les mémoires existent simultanément. C'est simple. Ce qui migre, c'est l'identification aux mémoires. Parce que nous ne sommes pas les mémoires. Nous sommes le fait même de passer d'une mémoire à l'autre. Mais on est bien obligé de s'identifier à des mémoires. Et comme Franck Hatem le dit, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Parce que si on pouvait tout intégrer d'un coup, on serait déjà infini. Or, l'infini en tant qu'état effectif est impossible à atteindre. Donc, on serait infini, et si infini il y avait, il n'y aurait plus rien. Donc, on ne serait pas là pour parler. Donc, bien sûr qu'il faut du temps, parce qu'à partir du moment… Alors, après, ça dépend de la résistance qu'on met, mais comme tu as changé ton intention par rapport à ton chien, en fait, c'est la grâce, tu t'es donné une grâce. Et la grâce, c'est une mécanique causale de la sincérité. Comme tu as été extrêmement sincère, tu as enlevé les résistances apparentes du moment. Et donc, le phénomène de grâce a pu avoir lieu, ce qui fait que tu as modifié ton intention, autrement dit ta cause, par rapport à ton but personnel, et instantanément, les effets ont changé. Oui. Ça peut avoir lieu instantanément dans certains cas parce que la personne ne met pas de résistance. Mais pour celles qui résistent, il faut un temps de réorganisation. Et oui, la cause, elle change, les effets donc sont instantanément modifiés, mais souvent, il faut un petit temps de réorganisation. Donc, c'est pour ça que des fois, on ne voit pas apparaître la grâce arriver tout de suite. Mais la grâce, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques individus ou quoi que ce soit. Non, c'est pour tout le monde pareil. Dès qu'on réunit les conditions, dès qu'on change notre but personnel, dès qu'on modifie notre intention, les effets changent. Oui. La cause engendre tous les effets à chaque instant. Donc, modifier la cause, modifier les effets. Autrement dit, les effets, c'est tout ce que vous percevez. Oui. C'est très simple en réalité, tout ça. Hein. La civilisation actuelle, elle vit que dans les effets. Bon, la civilisation actuelle ne veut pas donner de faux espoirs aux gens. Il
il va y avoir un reset de cette civilisation, évidemment. Les gens bafouent la structure même de ce qu'ils sont, autrement dit les lois de Dieu, mais on pourrait en parler davantage, en permanence. Hein. C'est-à-dire que dans l'esprit, il y a deux directions. Soit on va avec la loi, le Christ nous l'a montré, auquel cas on y va pour l'éternité, consciemment, mais on est éternel quoi qu'il arrive. Ou soit on va contre la loi, et à ce moment-là, au bout d'un moment, il y a une soupape de sécurité dans cette structure de l'être, hein, dans cette création qu'on appelle nous la mort. Oui. Hein. Mais la mort, voilà, c'est rien du tout. C'est simplement une soupape de sécurité parce qu'évidemment, si on va contre les lois, on se met à détruire énormément. Et donc, on a le libre arbitre, certes, donc les hiérarchies supérieures nous laissent faire un tant soit peu, mais il y a un moment donné, quand il n'y a plus la possibilité de se rédempter ou il n'y a plus la possibilité d'intégrer, parce que quand je parle de rédemption, il ne faut pas voir ça comme religieux, il faut voir ça d'un point de vue. L'amour, c'est intégrer ce que je considère comme étant extérieur. Voilà, c'est intégrer. Donc pour intégrer, il faut comprendre, prendre avec soi, c'est-à-dire inclure. Hein. Aimer, c'est inclure à l'intérieur de soi-même. Quand il n'y a plus cette possibilité, parce que l'ego s'est barricadé dans des croyances, dans cela, bon, la seule option qui reste, c'est la mort. Et c'est très positif, en fait. Donc, la vérité pour un grain de riz, la vérité pour un arbre, la vérité pour un homme, c'est la vérité, et pourtant, ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux côtés dans l'esprit, il y a deux directions, on peut le résumer comme ça, c'est très simple. Hein. Soit on va avec la loi, autrement dit avec la structure même de ce que l'on est tous, c'est-à-dire ce principe de création et de recréation, ou soit on va contre. On fait ce qu'on veut, hein, et personne n'est là pour juger parce que tout est nécessaire à tout. Donc c'est absolument nécessaire qu'il y ait des gens aussi qui vont contre la loi. C'est simplement que quand on comprend la structure même de l'être et les lois, tout est créé en vertu de l'esprit, oui. Dans l'esprit, en vertu de l'esprit, et celui qui va contre la loi, eh bien, automatiquement, il va se prendre un mur dans la matière. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas nous qui inventons les lois, c'est la structure même de l'être, de ce que l'on est qui est comme ça. Et ça vaut pour tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Après, je termine. Hein. C'est que plus on conscientise ces lois, cette structure profondément, plus on comprend qu'il n'y a jamais eu d'injustice. Et il n'y en aura jamais. Oui. Et à ne pas confondre avec l'injustice des hommes, la justice des hommes. Non, 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 non. Tout est absolument parfait tout le temps. Oui, c'est ça. C'est Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester là à regarder. Oui. Hein. Tout est parfait tout le temps, d'accord, mais si moi je considère, en fait, le plus important, voilà, c'est d'être cohérent avec soi-même. Peu importe que vous soyez avec ou contre la loi, oui. Faites ce que vous voulez, mais soyez cohérent avec vous-même. Voilà, oui. C'est le plus important, en fait. Oui. À ce sujet, pourquoi j'ai changé entre guillemets de voie ou de sens plutôt par rapport à ce que j'ai fait avant, on va dire, cette acceptation du spirituel, c'est parce que j'ai eu, pour ma part, moi, c'était plein de murs dans la face, pour rester poli. J'ai pris des murs, et puis à un moment donné, plus j'avançais en âge, plus les murs étaient grossiers, et jusqu'au moment où je me suis dit, mais là, il va falloir arrêter de se voiler la face, parce que là, c'est plus un voile, c'est un mur. Je suis pas du tout au bon endroit. Et à partir du moment où j'ai accepté d'écouter ces intuitions profondes, c'est-à-dire, moi, je parle de souvenirs, parce que plus on avance, plus on se souvient. Il faut peut-être pas voir ça comme il faut le dire aux gens, voir comme une découverte, mais plus comme une fois que cette révélation, elle vient, c'est-à-dire une révélation d'une loi universelle de laquelle nous sommes nés et que nous animons quotidiennement, c'est quelque chose qui nous revient comme dire « Ah oui, ah oui, je suis passée à côté de ça toute ma vie. Enfin, cette loi, je te vois, merci, je vais t'écouter maintenant, je vais m'harmoniser à toi. » Et j'ai accepté de revenir petit à petit en ces souvenirs. Et à chaque fois que j'ai accepté de revenir dans ce souvenir de l'originel en tout, ça m'a
Bon, ça fait beaucoup de vide dans ma vie. Hein. Y a tous ces piliers qui se sont effondrés, mais c'était nécessaire parce qu'ils étaient obsolètes. Ça s'effondre parce qu'on est prêt à accepter que c'est une illusion qui s'effondre. Donc elle peut partir. Accepter que tout ce que j'ai étudié, c'était limité. Accepter que tout ce que je croyais de moi, de ce que je suis, c'était limité. Et naturellement, plus on avance, plus on se dit, mais je sais très très bien que ce que je vis ici à l'instant T, on est le 2 juillet 2026, je sais profondément que dans 10 ans, j'aurai un affinement merveilleux de tout ce qu'on aura dit là aujourd'hui. Et ce que je peux dire avec le recul de ces 5 dernières années où j'ai assumé un peu plus tout ça, tout ce que je disais déjà à l'époque, il y a environ 5 ans, aujourd'hui, je suis toujours d'accord avec ce que je disais, mais sauf que je le traverse avec une intensité beaucoup plus éclairée. Ça veut dire qu'on reçoit vraiment cet œil intérieur qu'on permet de nous éclairer sur la vision. Et je crois que c'est ça, en fait, ce qu'on appellerait la claire connaissance, ou comment dire, vu que je veux développer cette forme de psychologie d'une conscience supérieure, je peux essayer de le qualifier comme une conscience supramentale. Je crois que c'est Bernard de Montréal, un très grand être qui a beaucoup instruit ici il y a quelques années. Il appelait ça la conscience supramentale, en parlant effectivement de cette réunion de l'homme et de l'esprit tout. C'est une dimension du mental, mais qui ne s'occupe plus de l'attachement à l'astral, aux influences émotionnelles, aux influences de la physicalité, aux influences en fait de la personnalité. Nous ne croyons plus en ça. Nous nous retrouvons dans cette universalité au sein même de l'individualité. En tout cas, c'est comme ça que j'arrive à le redécrire aujourd'hui. Oui, ben, Franck Latem, il parle beaucoup de supramental, on en a beaucoup parlé. Oui. C'est simplement un mental qui s'est éduqué, tout simplement. Au lieu d'être au service du moi, il est au service du soi. Oui. Autrement dit, au lieu de vouloir tout posséder, il est là pour harmoniser. Oui. Ça veut dire qu'avec un ignorant, il est ignorant, avec un savant, il est érudit, avec quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, il est métaphysicien. C'est un ego qui est capable de jouer le rôle qu'il doit jouer pour servir ici et maintenant. Il ne se sert plus lui-même, oui. Parce qu'il a compris que cet ego est un outil au service du grand but universel. Et il ne s'approprie plus cet outil pour lui-même uniquement. Donc oui, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, d'éduquer son mental. Et ça, c'est un travail personnel. C'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel. Comme je l'ai dit, c'est le degré de sincérité qui fera que vous faites ou pas, mais ça a toujours été dit. Frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Alors, le but, c'est pas de chercher ad vitam aeternam. Hein. Vous imaginez, vous, pendant l'éternité, on devrait chercher, mais non, mais ça n'a pas de sens. Il y a un moment donné, on a trouvé. Une fois qu'on a trouvé, il y a l'éternité à vivre. Oui. Mais à vivre avec la structure de l'être, avec les lois, pas contre. Oui. On n'a jamais fini d'intégrer l'infini. On ne pourra jamais l'atteindre. Donc, parce que on pourrait croire que quand on dit on a la réponse à toutes les questions existentielles, c'est prétentieux. Mais non, c'est justement extrêmement humble. Ça veut dire qu'on est arrivé au point où on sort de la 4D, c'est-à-dire on sort du mental pour passer au supramental 5D. Et dans ce supramental 5D, la réponse aux questions existentielles et savoir comment ça marche, c'est-à-dire on a trouvé, ça n'est que la première marche de l'escalier. Oui. Ensuite, la 6D, c'est la fonction christique. C'est-à-dire, au début, sur la première marche de l'escalier, on a compris mentalement comment ça fonctionnait, on a compris les lois. Mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, il faut réussir à les appliquer. Et je peux vous assurer qu'on peut réussir à les appliquer dans telle ou telle situation et ne pas réussir à les appliquer dans telle ou telle autre situation.
Donc après, il y a comme ça des centaines de milliers de nuances, en fait, qui se présentent à nous, mais on ne va pas résister à ces nuances. Et l'évolution est exponentielle, parce que si vous mettez un petit peu moins de résistance à l'intégration, vous intégrez un peu plus vite. Et si vous intégrez un peu plus vite, il y a encore un peu moins de résistance et donc encore un peu plus d'intégration. Et donc finalement, la marche qui va du monde animal, c'est-à-dire la survie par instinct, à la fin de la 4D, c'est-à-dire le mental, est beaucoup plus longue à vivre que celle qui passe de la 5 à la 6. Parce qu'une fois qu'on a pris le bon pli, c'est exponentiel. Et ça, c'est très rassurant de comprendre ça au début. Mais c'est simplement que comme exactement pareil quand on apprend une langue, les premiers mots, c'est difficile, c'est fastidieux, etc. Mais une fois qu'on a compris un tout petit peu comment fonctionne cette langue, comment construire des phrases, après, c'est très facile de l'apprendre, cette langue. C'est pareil pour ces choses-là. Oui, et je vais le dire avec toujours je traduis moi avec ce à quoi ça me fait penser dans mon vécu. Il y a 4-5 ans aussi, quand je commençais, comme je te dis, je parle pas d'éveil spirituel, je parle d'acceptation spirituelle. J'acceptais cette part-là de moi. C'était que le début. Et je me considère encore comme au début de mon chemin parce que je sais que les années qui suivront ouvriront tellement de choses. Mais j'ai vu à quel point une fois que j'avais ouvert cette porte, il y avait presque quelque chose d'angoissant parce que en image, je voyais comme un virage, mais où j'arrivais en voiture, mais à donf, et que je ne pouvais pas esquiver ce virage. Il va faire mal. Oui, je vais devoir prendre une énorme nouvelle trajectoire d'un seul coup. Ça va être brusque. Et j'étais là comme si j'essayais de freiner, parce que j'angoissais de me dire, mais mon monde entier va changer radicalement. Il y a un avant et un après. Et ça le fait sur plein de révélations intérieures. Il y a des petites morts, il y a des grosses morts, je dirais ça comme ça. Et ces grandes morts, elles concernent toujours, en tout cas pour ma part, je le vois sur l'identité, ce à quoi je m'accroche. Je crois quelque chose de ce que je suis. Et ces grandes morts, elles sont là pour ça, pour en fait faire effondrer, comme on disait, des illusions de ce que nous sommes. Et à chaque fois, il y a un avant et un après, c'est-à-dire que je sais pertinemment que la version que je vais être juste après ça, je ne serai plus jamais la même que celle que j'étais la veille. Et il y a quelque chose qui peut effectivement être très angoissant de le traverser, et je pense que ça fait partie des résistances que les gens peuvent avoir sur ce chemin. Parce qu'au fond d'eux, ils le savoir qu'il y a un petit truc comme ça. Les gens c'est le rôle du mental. Il a peur de disparaître. Oui. Et donc, il va créer 1 milliard de tactiques pour justement valider son existence. Mais qu'il se rassure, ce bon mental, il n'est qu'une fonction, il n'est qu'un champ d'interprétation parmi de nombreux autres champs. Il ne disparaîtra jamais, jamais, jamais. Parce que si le mental représente le passage de la 4e à la 5e dimension, la 4e n'a d'existence que parce qu'elle contient la 1, la 2, la 3, et parce qu'elle va vers la 5. Et quand il sera en 5e, il sera intégré, ce mental. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à comprendre. Oui, mais à partir du moment où on a compris les grandes lois, ensuite, comme on est face à des nuances. Il y a encore des choses qu'on place à l'extérieur. On placera toujours des choses à l'extérieur. Donc, il y a encore des choses qu'on n'a pas envie d'aimer. Il y a encore des choses qui vont résister. Mais comme on a conscience de comment ça fonctionne, des lois, dès qu'il y a une résistance, c'est là où on peut prouver son niveau d'amour. Parce qu'on ne peut aimer que quand ça résiste. C'est à ce moment-là qu'on peut essayer d'inclure. C'est quand ça résiste. Quand ça résiste, ça veut dire qu'on ne veut pas l'inclure. On veut pas. On dit non, ça c'est pas moi. Ça c'est ça. Mais voilà. Donc après, il y a encore énormément de choses à comprendre. Mais les grandes questions, c'est le socle, c'est la base de ce qu'on pourrait appeler, bien sûr, tout ça c'est relatif. Quand on parle de 3, 4, 5D, on parle de tranche vibratoire, parce qu'il faut bien nous définir dans une tranche. Et voilà, ça n'est que la base des choses, en fait.
Il y a encore énormément à comprendre, à vivre, et plus on comprend les lois, et plus on est forcé à cette humilité. Et ce qui est très paradoxal, c'est que celui qui croit qu'il sait ne sait rien. Mm. Mais on a le droit d'affirmer, on ne va pas faire semblant de ne pas savoir non plus. Et oui, Oui, mais les réponses aux questions existent, oui, on les connaît, oui, mais on ne connaît pas le niveau vibratoire suivant, sinon on y serait déjà. ouais, c'est ça. Attends, je me note la phrase. On sait, on a le droit d'affirmer clairement ce qu'on sait ici et maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on sait tout dans l'absolu, bien sûr que non. Il faut être fou pour dire ça. Et alors, à ce niveau-là, pour aider aussi les gens à se représenter ce que ça voudrait dire, en tout cas, ma perception, mon vécu, quand j'ai l'impression que je sais, et quand je compare à ce que j'avais l'impression de savoir il y a 10 ans, par exemple, auparavant, ce n'est pas du tout la même sensation. C'est-à-dire que avant, je pouvais expérimenter le savoir justement mental, comme tu expliques, qui sait analyser, il sait quand même, comment dire, avoir une certaine vision de la matérialité. Donc, du coup, il peut quand même saisir quelques notions, mais c'est extrêmement, extrêmement limité. Et avec ce que je vis aujourd'hui, quand on s'ouvre à cette conscience supramentale, il y a un je sais, et c'est rigolo parce que ça ressemble à je suis. Je suis donc Jésus. Il y a un je sais qui est. Ça traverse même pas avec une phrase, avec des mots. C'est comme c'est une fréquence que je pourrais dire qui vient comme là, par l'intérieur, là, qui monte, qui vient. Et cette fréquence-là, elle est. Et c'est parce qu'elle est au présent et que du coup, Il a toujours été. je ne suis plus moi, Herme, je suis cette fréquence qui est. Et c'est là que je suis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand j'ai une révélation de ce que serait, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, l'amour, par exemple. L'amour. Je peux en avoir une conception, même une définition psychanalytique, tout ce que tu veux. Et puis, il y a le vécu du je suis l'amour. Et là, c'est tout autre chose. Finalement, ce qui pourrait être intéressant à proposer, c'est peut-être un peu pousser ce qu'on dit là, mais passer du je sais au je suis. C'est là que j'ai l'impression qu'on peut euh, avoir la connaissance ou l'œil intérieur qui s'active parce que quand je suis l'amour, il n'y a pas de phrase qui vient. Ça peut se traduire bien sûr en phrase et d'ailleurs phrase poétique comme je te disais tout à l'heure, mais initialement c'est une vibration qui vient et que je traduis du mieux que je peux. Et ça fait partie des méthodes de soins que j'utilise pour moi-même. C'est-à-dire que quand je sens que je veux avoir quelque chose, c'est-à-dire avoir une guérison, avoir, je sais pas moi, une compassion qu'il faut que je vive, le pardon, etc., qui peut aider bien relationnellement, euh, en fait, je n'essaie plus d'avoir. Je demande à être. Et cette vertu-là, c'est comme un rayon de cette éternelle lumière blanche. Et ce rayon-là vient s'exprimer au présent. Sauf que la psychologie, telle qu'on la voit à l'université, elle peut pas. Elle va parler du réel au sens lacanien. Je ne sais pas si tu connais un peu Lacan, mais au sens lacanien, ça serait le réel. C'est pour ça qu'on dit que les psychotiques, les schizophrènes, les personnes qui ont des délires, en fait, ils sont dans le réel, ils touchent un peu trop le réel, il n'y a pas suffisamment de capacité à se représenter les choses, c'est-à-dire à y mettre du mental, à y mettre de la consistance mentale. Il y a des barrières pour s'ancrer ici, finalement. Oui, oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que ces gens-là, par des failles, bien sûr, psychiques qui peuvent leur arriver, ils sont en contact de ce réel de l'universalité. Et donc, naturellement, ils entendent bien sûr des voix, mais des voix réelles, parce qu'ils naviguent sur d'autres plans, sur d'autres strates de ce millefeuille qui est le 1. Bien sûr, puisqu'ils n'ont plus la consistance du moi suffisamment
solide pour pouvoir être protégé dans cette navigation. Donc, c'est ce qui est dangereux, en tout cas, dans la santé mentale. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux ce qu'ils vivent. C'est juste des êtres qui sont en contact d'autres mondes. Tu vois? Et là aussi, tu te dis, ben, la psychiatrie a des choses à ouvrir sur tout ça. Des univers personnels, donc bien sûr, ça dépend ça dépend pour qui. Hein. Dans tous les cas de figure, quand un esprit, parce qu'il faut distinguer deux choses, il faut distinguer le mental et l'esprit. Mm-hmm. La compréhension, elle se trouve au plus profond du mental. Le mental, c'est un catalyseur majeur pour la compréhension et l'obtention de la connaissance. Mais la véritable connaissance, elle se trouve dans l'esprit. Et quand un esprit découvre quelque chose dont il n'est pas prêt, une maladie mentale se déclare. Et donc, souvent, ces gens-là sont des personnes qui, leur esprit, pour X raisons, a été en contact de quelque chose qui ne devait pas toucher pour l'instant, et une maladie mentale se déclare. Mais l'esprit et le mental sont deux choses différentes. Quelqu'un peut avoir une maladie mentale et néanmoins être extrêmement évolué. Donc ça, c'est assez particulier. Hein. Et évidemment, quand quelqu'un a une maladie mentale, l'idée, c'est de réussir à le stabiliser le plus possible. Et la meilleure façon de stabiliser quelqu'un, c'est de refaire circuler l'énergie en lui, autrement dit, de lui trouver un but rationnel. Ça marche pour les dépressifs d'ailleurs. Hein. Les dépressifs, ça va lui donner un caleçon. Il suffit de lui retrouver un but. Et du jour au lendemain, il va mieux. Hein, il n'est plus dépressif. Et oui. Dépression, ça veut dire qu'au préalable, on s'est mis la pression. Et si on s'est mis la pression, automatiquement une dépression arrive. C'est très logique. Oui. Il suffit de retrouver un but, hein, tout simplement. Seul le but crée l'énergie. Donc seul le but guérit, en réalité, c'est ce que les gens appellent Dieu, hein, c'est ce que les gens appellent le soi. Et effectivement, l'évolution spirituelle, ça consiste à s'identifier le plus possible au soi. On ne peut pas totalement. Donc, on fera toujours des allers-retours. Toujours. Sur une journée, on peut être identifié au soi quelques instants, revenir dans l'ego. L'idée, c'est de réussir à faire cette distinction, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, hein, tu exprimais avec tes mots la distinction entre soi et moi, c'est de réussir à distinguer dans notre esprit, soi et moi, le mieux possible, et d'essayer de naviguer entre les deux, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. On ne peut pas être 100% le soi, c'est pas possible. Le soi n'est pas dans l'espace-temps. La conscience est située exclusivement dans l'instant présent. Or, l'instant présent n'a aucune durée, il est nul. Et s'il est nul, eh bien, il contient tout. C'est-à-dire qu'il contient la sensation d'espace-temps. Donc, la conscience n'est pas située dans l'espace-temps. Ce qu'on perçoit, c'est uniquement l'amour. Mais cet amour ne peut pas être infini, donc il est forcément limité, d'où la perception d'un univers limité à chaque instant, et d'où aussi la sensation de matière, qui d'ailleurs existe dans tous les plans, aussi bien dans l'esprit que dans la matière. La matière, c'est de l'esprit de toute façon. Bien sûr, dans les manifestations, par exemple, de la Vierge Marie, hein, elle dit, on l'associe à elle, mais je suis l'Immaculée Conception, mais elle aussi, cette conscience supérieure qui est venue se manifester, elle utilisait la médecine originelle du je suis. Et ça, je crois que c'est vraiment la route, ou plutôt le but, je parlais du but, le but qui est toujours en train de nous tirer vers ce présent éternel. C'est ce je suis. Oui, tu as raison de préciser, parce que le but pour nous est toujours perçu comme étant futur, bien qu'il soit présent éternellement. Dans notre attitude psychologique, il est toujours perçu comme étant futur, bien qu'il soit présent. Donc tu as entièrement raison de dire que le but nous tire en avant. C'est exactement ça en fait. Hein. Et moi, je le vois dans ce présent éternel. Je te parlais tout à l'heure de cette expérience du passé, du futur, du présent qui se chevauchent là dans le vécu. Et quand j'utilise la formule « je suis »,
et que je la laisse vibrer à l'intérieur de moi, effectivement, je comprends que ce qu'on appelle les maîtres, les grands sages qui ont été incarnés, qu'ils puissent naturellement, selon ces lois cosmiques parfaites et totalement rationnelles, qu'ils puissent manifester des formes différentes, c'est-à-dire changer d'apparence, être immortel, en tout cas avoir la possibilité de vivre sans cette limitation de la mortalité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tout ce qui a été partagé aujourd'hui, alors moi je vais te le dire avec la façon dont j'agis ou ça agit à l'intérieur de moi, tout ce que je mets en place, c'est comme ça que je le perçois. Tout ce que je mets en place dans la matière, et encore c'est pas vraiment moi, c'est plus une suggestion qui me vient et que je permets de réaliser, je sais qu'elle est toujours, ça va être mon point clé, c'est que je transforme, je permets la transformation. Et quand il y a à chaque fois une réunion, qu'elle soit 2, 10, 1000, elle est là et je sais qu'elle a un but. Ce but-là, il ne me concerne pas, mais il permet une transformation. Déjà, les deux parties qui parlent ici, ils sont en train de se transformer. Je suis en train de me transformer à tes côtés et toi aussi, tu es en train de te transformer à mes côtés. Et c'est ça qui compte pour moi dans toutes les réunions que je fais. Et c'est ce que je fais aussi en tant que psychologue. Chaque rencontre que je fais est un moment de transformation. Voilà. C'est un échange d'énergie, ou peut-être tu le diras autrement s'il faut être plus précis. Il y a un échange qui se fait et ça, c'est ma spécialité. Et je crois que c'est aussi une des clés, à mon avis, mais qui mérite de comprendre un peu plus profondément ces lois universelles, que toute rencontre est un moment de transformation. Toute connexion, toute union est un moment de transformation. Et c'est comme ça qu'on peut aussi ouvrir peut-être des champs plus élargis sur la guérison du mental et de toutes les souffrances qu'il peut vivre. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui peut se transformer à ce moment-là. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, moi, je me sers de cette présence en tout et partout qui vient agir à travers moi. Et bien sûr, cette présence en tout et partout, elle agit donc en toi et elle vient aussi m'insuffler beaucoup de choses. Voilà. Donc, je te remercie pour ça. Je remercie la réunion divine à ce niveau-là. C'est magnifique tout ce que tu fais. Je t'encourage à continuer à faire tout ce que tu fais. Et les personnes qui tomberont sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire, prenez ce qui vous parle. Ne laissez pas parasiter votre esprit par trop de questions, mais plus ça me parle, je le prends avec moi, je vais le laisser infuser. Et peut-être que dans un an, j'y reviendrai, je me dirai, ah oui, ça a déjà fait tout ce travail à l'intérieur de moi. Voilà. Il ne faut pas plus se prendre la tête que ça. Merci, Mathieu. C'est clair. Non, mais tu as raison, il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Très juste ce que tu disais avant sur la transformation d'énergie, parce que un système féminin est bien tout le point est bipolaire, yin et yang. Les femmes sont majoritairement plus yin que yang, et les hommes plus yang que yin. Et donc, on voit aussi avec la fonction de la Vierge Marie et du Christ. Hein. La Vierge est capable de prendre tous les maux du monde, d'encaisser, de prendre. Bien sûr, le Christ peut le faire aussi. Un homme peut très bien être yin aussi, mais sa polarité de base est normalement plus yang. Le Christ, lui, vient pour trancher, alors que il vient pour accomplir. Il vient pour remettre les pendules à l'heure d'une certaine manière, enfin quand il va revenir, parce que c'est annoncé, que ça soit en fonction ou autrement. Alors que voilà, Marie a plus ce rôle de faire intercession auprès de son fils, hein, d'une certaine manière. Et donc voilà, donc c'est tout ça pour dire que c'est très juste ce que tu dis. Et merci à tous les êtres qui ont décidé de dédier leur vie au divin, puisque c'est un sacerdoce. Hein. Les gens, ils nous voient là, comme ça à la caméra, mais vous n'avez pas idée du nombre de souffrances et par lesquelles nous sommes passés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui.
C'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, où ça sort pas de notre chapeau. Toutes ces personnes qui sont investies comme ça dans le service aux gens, comme toi, Herm, comme plein d'autres, je peux vous assurer qu'ils ont souffert et souffert et souffert et souffert. Ils ont exploré toutes les pistes. Et ils se sont rendus compte que la seule porte de leur salut, c'était le service. D'être un serviteur, mais pas un serviteur comme un humain qui va servir un maître. Non, non, non. Dans le cosmos, c'est l'inverse. C'est le serviteur, il sert ce qu'il y a en dessous de lui, autrement dit, ce qu'il perçoit. Autrement dit, son passé, hein, tout simplement. Donc, merci à tous. Et puis, moi, je termine par dire je vous aime. Voilà. Bisous. Je vous aime aussi. Merci infiniment, Mathieu. Sois béni. Toi aussi, sois béni. Hein. Merci.